Alors, qui est Leonardo Impet? Bon, à présent, il est assistant professeur en humanité numérique à la faculté d'anglais de l'université de Cambridge, mais il a déjà été assistant professeur à l'université de Durham. Il est à présent à Rome pendant 5 ans en tant que responsable d'un groupe de recherche à la Bibliothèque Hertziana Max Planck Institute for Art History. Et son projet a pour titre Machine Visual Culture, Artificial Intelligence and the History of Seeing. Alors, ces recherches portent sur l'intersection des approches de l'intelligence artificielle appliquées à l'histoire de l'art et des approches issues de l'histoire de l'art appliquées à l'intelligence artificielle, en particulier à travers l'analyse des biais des idéologies visuelles des intelligences artificielles. Alors, il a une formation en ingénierie de l'information et en apprentissage numérique, mais il s'est lancé, il s'est mis à l'histoire de l'art très jeune. Avant Durham et Cambridge, il a travaillé à Cambridge, au Caire, chez Microsoft Research. Il a fait sa thèse de doctorat à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Sa thèse portait sur l'utilisation de la vision par ordinateur en vue d'une lecture distante de l'histoire de l'art. Il a aussi été chercheur en humanité numérique à l'université de Harvard, et précisément à la Villa Itatti, qui est un centre d'études sur la Renaissance italienne. Et il a été déjà chercheur à la Bibliothèque Hertziana. Il est retourné à Rome justement comme directeur de projet. Parallèlement à ses travaux, il collabore fréquemment à des projets culturels et artistiques faisant appel à l'apprentissage automatique. Donc, il a travaillé pour la Biennale de Liverpool, où il travaillera, le Royal Opera House et le Whitney Museum of Modern Art. C'est un grand plaisir de t'avoir ici, Leonardo, et on t'écoute. Bon, merci. Sérieusement. Merci bien. Peut-être je vais allumer mon microphone ici. Bah, sinon, il y a le... Non, Okay. mais éventuellement la caméra, je ne sais pas si on te voit. Oui, mais c'est mieux qu'il regarde l'écran plutôt que moi, non? Oui. Bien, en tout cas, un grand merci à Maëlle, à Panalonso pour l'invitation, et merci aussi à Nuria pour des perspectives très intéressantes sur l'espace vectoriel et l'extracis. I've sent you the English version of this talk, so you probably will understand more than the rest of the public, which will have to follow my bad French pronunciation and my bad French translation. Voilà, donc j'espère que vous ne nous ennuierez pas trop avec ma réitération de certains des mêmes thèmes. Je voulais juste vous raconter un peu de mon travail avec les modèles multimodaux qui a commencé justement avec la Biennale de Liverpool dans le 2020, un moment où le texte, disons les modèles texte-image venaient juste d'émerger dans les premiers mois d'expérimentation informatique. Et avec Eva Cetnich, Joscha Krischa et le duo d'artistes suisses Übermorgen, nous avons créé une œuvre pour la Biennale également exposée au Whitney, justement. Et cette installation explore l'archive de la Biennale de Liverpool en utilisant les images, les photographies de la Biennale pour générer des textes et les titres des œuvres pour générer des images. Et donc, ça a permis au public de naviguer dans l'archive selon, disons, cette paradoxe de la similarité textuelle des images des photographes et la similarité visuelle des titres des œuvres d'art. Voilà, c'est encore en ligne, je crois que c'est biennial.ai ou quelque chose comme ça. Et c'est vers le... Ah voilà, ai.biennial.com. C'est vers le 2022 que j'ai commencé ma collaboration avec Fabien Offert en continuant ce thème des modèles multimodaux. Nous nous sommes beaucoup concentrés sur les modèles multimodaux et leur rôle dans la relation entre, disons, le Critical AI Studies, le IA critique, et l'histoire de l'art numérique, dans les méthodes numériques pour l'histoire de l'art. Ces modèles permettent vraiment d'établir une nouvelle relation entre ces deux disciplines, je crois. Et notre approche consiste à examiner les modèles à la fois comme outils et comme objets culturels
nous soutenons qu'ils ne peuvent jamais être exclusivement l'un ou l'autre. Donc, pour illustrer cette approche, je vous montre juste une diapositive là. Nous avons créé, par exemple, une carte des différentes villes. Ici, on a Paris, à partir d'images de Google Street View, donc des images de la rue, où chaque pixel là-bas correspond en réalité à une photographie. Peut-être on peut montrer à l'écran entier là, si on peut grandir là. Je ne sais pas comment faire. Là, c'est connecté à c'est pas connecté à ton ordi. Je pense que c'est... Ah, c'est là le. Juste grandir l'écran comme ça. Pour aller mieux un peu les dessinages. Je pense que c'est les miens qui gèrent. Hein. Moi, je pense que c'est les leurs. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Je ne vais pas m'aventurer. Non, c'est ici. Donc, c'est une carte de Paris. Et nous avons ensuite interrogé Clip. Donc, c'est ce modèle un peu ancien maintenant de IA multimodal, mais qui est quand même à la base de beaucoup de ces générateurs d'images, tout Clip de OpenAI, sur la similarité entre ces photos-là de Street View et différents textes descriptifs comme, je sais pas, graffiti ou jardin, ou ça. Et dans cette carte particulière, nous visualisons la similarité des images de Paris au texte « Une photo de Paris ». Et donc, on crée une espèce de psychogéographie de la vision que Clip a de Paris. Une vision, évidemment, profondément politique, idéologique et un peu haussmannienne, peut-être aussi. Donc, on voit vraiment cette cartographie, sens, périphérie, tout ça. Cette recherche du 2022 nous a mené à un article, premièrement, There is a Digital Art History, et puis un livre que nous finalisons actuellement, qui s'appelle Vector Media, qui a pris une toute autre direction scientifique. Mais cette présentation va s'appuyer sur ce livre, et donc je veux remercier particulièrement Fabian Hoffert pour cette collaboration aussi stimulante que durable. Et le livre est aussi préfacé par Joanna Drucker du UCLA. Donc ici, on propose plus ou moins une nouvelle théorie des médias, si on peut dire, Medium Theory, de la boîte noire de l'IA. Et on cherche de retracer l'épistémologie historique de l'intelligence. Donc l'histoire part souvent technique, mais vraiment des formes de connaissances dans la recherche informatique, surtout des années 80-90. Particulièrement dans la vision par ordinateur. On trouvait que c'est un peu le force, disons, qui porte toute cette recherche-là. Et on cherche de mettre en lumière la théorie latente de l'image ainsi qu'une véritable épistémologie inscrite dans les réseaux de neurones profonds. Et donc aujourd'hui, je vais juste toucher un argument dans le chapitre de ce livre-là. Voilà. En février 2023, le grand modèle de langage ChatGPT a fait la une du New Yorker sous la plume de Ted Chiang, l'un des auteurs de science-fiction les plus connus d'aujourd'hui. Le titre de son article utilise une métaphore qui aurait été totalement incompréhensible à un lecteur il y a 30 ans. Il dit que ChatGPT a un JPEG flou du web. Autrement dit, ChatGPT garde une bonne partie des informations textuelles du web, un peu comme un fichier JPEG garde une partie des détails d'une image de résolution. Mais si vous cherchez une reproduction exacte des données originales, vous ne la trouverez pas. On n'a qu'une approximation. Au centre de l'argument de Chiang, il y a le fait que le grand modèle de langage ont tendance à halluciner, à faire des hallucinations, c'est-à-dire inventer des informations. Ils produisent parfois du texte qui semble vrai, mais qui n'est pas forcément vrai. Le cas plus connu, ce sont des références, par exemple, à des articles. On voit tous ces nouveaux articles en 21 dans les travaux de nos étudiants, avec peut-être des titres et des auteurs tout à fait plausibles, mais ce sont des articles qui n'existent pas.
Pour Chang, il s'agit tout simplement d'un artefact de compression. Donc, le modèle doit deviner à partir d'informations incomplètes. Et donc, il s'agit d'une compression, on dit en informatique, avec perte. Lossy compression, une compression avec perte. Et c'est cette interpolation entre la forme comprimée, disons, et la forme originale qui donne l'impression de compréhension. Donc, il dit, quand il s'agit, voilà, you're still looking at it, you won't find it will ever get an approximation. Because of the approximation is presented in the form of grammatical text, it is usually acceptable. Donc, il dit purement que quand il s'agit de séquences textuelles, la compression avec perte a l'air plus intelligente d'une simple citation, d'une compression donc sans perte. Et c'est ça, c'est pourquoi ce JPEG flou du web nous donne l'impression de comprendre. Plus il compresse, plus il gaspille, disons, d'informations, plus il semble intelligent. La compression avec perte dans ChatGPT ne remplit donc pas seulement une fonction pragmatique, donc de stocker une petite archive, une version plus petite de tout le texte de web, mais aussi une fonction épistémique, on peut dire. ChatGPT semble plus intelligent justement parce qu'il ne répète pas les choses mot à mot. C'est pour ça qu'ils inventent des nouveaux articles et tout ça. On est impressionné par son intelligence, dit Chang, parce qu'on confond cette compression avec perte et la véritable compréhension. Chang est à la base de formation informaticien et donc il sait réparer les idéologies dans les propriétés spécifiques d'un objet technique. Il comprend qu'une critique de la technologie doit regarder à l'intérieur de cette boîte noire, de cette black box. Mais ici, malheureusement, l'analogie de Chang rate un peu sa cible. Les modèles de deep learning, y compris ChatGPT, donc de apprentissage profond, tout ça, sont bien des systèmes de compréhension, mais d'un type fondamentalement différent des systèmes de compression auxquels nous sommes habitués, donc au JPEG, au zip, etc. À la fois sur le plan technique et idéologique. Une information compressée sans perte peut être... ah voilà, notre citation de Chang. Là, j'ai un petit vidéo qui peut-être va marcher. C'est une compression de Shrek en GIF de 20 mégaoctaves. Donc, une information compressée sans perte peut être entièrement reconstruite. Si vous mettez des fichiers dans un dossier zip, vous pouvez en principe toujours retrouver la version originale. On fait ça en supprimant les redondances suivant, par exemple, les séquences qui sont identiques et en les codant d'une manière plus efficace. Mais la compression avec perte, comme celui-là, vise à créer une approximation du signal original en exploitant notre tendance à ne pas remarquer certains types d'informations. Par exemple, dans le MP3, des sons trop aigus ou des détails visuels trop fins, etc. Les algorithmes de compression avec perte sont donc plus intéressants du zip, car ils décident ce qu'il faut garder et ce qu'il faut jeter. Non, ils contiennent chacun une sortie de théorie de la valeur immanente d'un médium particulier, le vidéo, l'image, le son, etc. Nous, c'est-à-dire moi et Fabien, on pense que les systèmes neuronaux de compression actuels ne sont ni comme les compressions avec perte, comme ça, ni comme la compression sans perte, le zip. Au contraire, ils agissent à un nouveau niveau épistémique, plutôt qu'à un niveau d'un médium particulier, donc de l'image, du son, etc. Ce sont des systèmes qui prennent explicitement modéliser la connaissance plus que de simplement reconstruire des données. En effet, ils ne sont pas trop hyper fonctionnants pour reconstruire des données. Ce sont donc des systèmes de compression épistémique. La compression à l'ère de l'intelligence artificielle ne sert donc plus seulement à représenter une connaissance existante. Elle sert aussi à produire ou à chercher de produire des nouvelles connaissances. C'est ce qu'on voit par exemple dans des modèles récents comme Sora de OpenAI. C'est un modèle vidéo où la vision elle-même devient ce que OpenAI appelle une simulateur du monde.
Donc, même la connaissance de la physique, par exemple, semble suggérer à OpenAI, émerge d'une simple modélisation, d'une compression des informations visibles, de la vision. Mais d'où vient historiquement cette idée de compression épistémique? De façon peut-être surprenante, elle ne vient pas des travaux sur les bases de données, sur la modélisation du savoir, sur la linguistique computationnelle, c'est là où on a commencé, disons, à chercher cette fil rouge, mais plutôt des recherches en physiologie du système visuel, donc de l'œil et du nerf optique, surtout. Le grand théoricien de la vision par ordinateur, David Marr, attribue au neuroscientifique britannique Horace Barlow l'idée d'avoir relié pour la première fois la psychologie de la vision et à l'activité neuronale de base. David Marr est figure fondatrice de la vision par ordinateur et il a profondément influencé l'intelligence artificielle. Et ce qui m'a trouvé particulièrement enthousiasmant dans le travail de Horace Barlow, c'est la manière dont celui-ci parvient à relier les processus neuronaux aux mécanismes psychologiques de la perception. Donc, il dit, il écrit, the activities of neurons quite simply are thought processes. Les activités neuronales sont des activités du pensée. Marr raconte son enthousiasme pour l'énergie et la clarté de cette théorie, affirmant même dans son livre sur la vision par ordinateur 1982, Truth, I also believed was basically neural. Donc la vérité, je croyais aussi, dit Marr par rapport à Barlow, était fondamentalement neuronale. Mais que veut-on dire concrètement en affirmant que cette vérité était neuronale? Comment les neurones pourront-ils à eux seuls produire une forme de connaissance? La position de Barlow, en résumé, c'est que la réduction des redondances est un principe clé qui guide l'organisation des messages sensoriels et qu'elle est réalisée à différents relais dans des voies sensorielles, donc dans des voies neuronales, qui sont des voies neuronales, qui ne sont pas seulement dans le cerveau, qui sont aussi dans le rétina, dans le nerf optique et tout ça. Il souligne donc que la tâche principale d'un relais sensoriel n'est pas simplement de transmettre des signaux, mais de les encoder de manière à minimiser les données inutiles, tout en conservant les informations nouvelles. La vision de Barlow des neurones rétiniens comme agent clé du traitement visuel est cruciale ici. Comme le nerf optique, d'un point de vue physiologique, est une sorte de goulot d'entranglement entre l'œil et le cerveau, en effet, il a une capacité très réduite de transmission disons, au niveau informatique. Il s'ensuit que les neurones rétiniens doivent, qui sont des toutes simples neurones en effet, doivent apprendre à faire quelque chose comme une compression informatique des données visuelles. Chez Barlow, le traitement sensoriel devient donc une economy of impulses, une économie des impulsions, des impulses. Un système qui optimise le flux d'informations en amplifiant ce qui est nouveau ou inattendu et en filtrant ce qui est prévisible. Dès le 1958, Barlow élargit cette idée. Même si la vision reste son exemple principal, il affirme que tout le cerveau fonctionne selon des principes plus ou moins similaires. Donc, les mécanismes sensoriels agissent comme des algorithmes de compression, extrayant l'essentiel et filtrant le reste. Autrement dit, pour lui, dès le 1958, la compression est le premier pas vers l'intelligence générale. Il écrit « Redundancy reduction may lead one towards understanding something about the organization of memory and intelligence, as well as pattern recognition and discrimination. » Donc, la réduction de la redondance pourrait permettre de mieux comprendre l'organisation humaine de la mémoire et de l'intelligence, ainsi que les mécanismes de reconnaissance et de discrimination des formes. Rappelons maintenant que Claude Shannon, le père fondateur de la théorie de l'information, qui a bien sûr influencé Barlow pour développer sa fameuse hypothèse du codage efficace. Shannon, en décrivant la théorie de l'information, dont nous tirons la notion même de compression aussi, avait exclu complètement les questions de sens, de contenu, disons, de sémantique de son analyse de la communication des signaux.
Donc, il dit, là, c'est la dernière phrase, These semantic aspects of communication are irrelevant to the engineering problem. C'est vraiment exclu de la mathématique de la théorie de l'information. Autrement dit, pour Shannon, le contenu d'un message incorpore. L'essentiel, c'est la transmission du signal, non sa signification. Mais aujourd'hui, on voit un retournement complet de cette position, et je crois que ce retournement est déjà dans Barlow, peut-être. Les systèmes neuronaux de compression modernes sont conçus pour contenir beaucoup plus que ce qu'il faut tout simplement pour reconstruire les données originales. Le flou dont parle Ted Chiang n'est pas donc une erreur technique comme le flou du JPEG, ni une tentative de cacher des erreurs. C'est le résultat direct de la recherche d'une capacité épistémique, la volonté de créer des systèmes capables de générer des nouvelles connaissances, non vraiment de faire des hallucinations et tout ça. Et donc, cette recherche qui traverse 40 ans plus ou moins d'histoire de l'apprentissage machine, du machine learning, nous mène à une synthèse à la fois technique et idéologique entre l'idée de compression et l'idée de perception. Cette synthèse qu'on appelle aujourd'hui embedding ou latent space, espace latent, tout ça. C'est plus ou moins la même chose, il y a des petites différences, mais ouais. Les embeddings, dans les points dans un espace latent, existent depuis plusieurs décennies en apprentissage machine. On en parle déjà dans les années 1970 dans le domaine de recherche de l'information, ou même plus tôt au 19e siècle avec Hermann Grassmann, justement théoriste du couleur et historien du langage aussi en mathématiques. Mais il ne devient un paradigme dominant qu'à partir des années 2010, quand il est devenu apparent que cette forme de embedding, de latent space, de l'espace latent, peuvent être utilisées pour résoudre un des tâches fondamentaux pour l'informatique, c'est-à-dire les tâches de raisonnement analogique. L'exemple classique en informatique pour ce genre d'analogie, et ça nous rappelle la politique du genre bizarre de toute l'histoire de l'IA, du jeu d'imitation de Turing, du perceptron de Rosenblatt et tout ça, c'est celui ici. Donc, homme et à roi, comme femme et à quoi. Femme et à quoi. La réponse, donc reine, est évidente pour tous, mais pendant longtemps, c'était un problème très difficile à résoudre pour un ordinateur. Et la solution vient justement des embeddings. Donc, on reformule le problème en termes géométriques, comme une opération arithmétique. Donc, roi moins homme plus femme est égal à reine. C'est évidemment une opération idéologique. C'est ce type d'exemple qui a lancé aussi la recherche sur le biais dans l'apprentissage machine, parce qu'on a clairement vu que, par exemple, l'axe sur lequel nous pouvons nous déplacer de homme à femme et de roi à reine équivalent, est équivalent plus ou moins au genre, mais sur le même axe, on peut se déplacer aussi de mère à père, de tante à oncle, mais aussi de infirmière à médecin. Et donc, ça a lancé un peu la recherche informatique, la recherche scientifique, disons, sur le biais dans l'IA. Une arithmétique du sens similaire peut aussi être implémentée dans le domaine visuel. L'espace d'embedding, donc l'espace latent, compresse à la fois une culture textuelle et visuelle, comme on a vu dans la présentation de Nouria. Et c'est ça qui nous donne plus ou moins les modèles multimodaux d'aujourd'hui. Maintenant, bien qu'il vaudrait certainement la peine de poser certaines mêmes questions qu'on peut poser sur les modèles d'embedding des mots aux modèles multimodaux qu'on clip. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt réfléchir aux implications idéologiques de l'embedding de façon plus générale. Donc, qu'est-ce qui est en jeu? On veut se demander quand l'embedding devient un paradigme technique vraiment hégémonique, quand on trouve ces techniques de l'embedding comme technique culturelle, comme culture technique partout. Voilà. On regarde ces trois formes géométriques. Elles pourraient avoir créé avec un logiciel de graphisme, par exemple. Et on veut se demander comment un algorithme informatique simple pourrait les comparer.
Une solution classique serait de les découper en triangles, et on fait vraiment ça dans les logiciels de graphisme, disons, informatique, de calculer l'aire de chaque triangle et puis de faire sa somme. C'est ce qu'on appelle la triangulation de polygones. C'est une méthode très, très connue en informatique. Je l'ai enseignée aussi dans des départements d'informatique, tout ça. Mais ce processus de réduction de différents types d'images dans le même, disons, espace métrique est par quelques coïncidences le métaphore que Marx choisit pour introduire le concept de valeur d'échange dans le premier chapitre de Capital. Donc, il écrit que de la même façon, les valeurs d'échange des marchandises doivent être capables d'être exprimées dans des termes de quelque chose d'universel, etc., etc. Something common to them all, which they represent a greater or less quantity, donc la valeur d'échange. Il est important de mentionner ici que la force homogénéisante de cette spatialisation des artefacts culturels va bien au-delà du type d'homogénéisation introduite par leur numérisation, qui a été cible des critiques qui sont plus ou moins superficiellement similaires aux miennes. Les espaces latents, d'une manière nouvelle, séparent les artefacts culturels de leur forme médiatique. Alors qu'une image numérique reste une image dans le sens où la relation entre les données sensorielles et les données de pixels sont plus ou moins compréhensibles, ce n'est pas du tout le cas pour les images qui sont dans les espaces latents, qui représentent des données sensorielles sous une forme exclusivement relationnelle, comme a dit Nuria, qui est tout simplement incompréhensible en dehors du cadre de toutes les autres images qu'un modèle a également ingérées. Aujourd'hui, donc, nous assistons à l'émergence d'une autre forme équivalente, comme la forme équivalente du capital, dans la sphère culturelle, qui, je constate, va bien au-delà de la simple numérisation ou même commercialisation dans le sens de Adorno et Horkheimer, tout ça, sur les industries culturelles. Nous appelons cette forme de commensurabilité imposée par les espaces latents, par les embeddings, une nouvelle valeur d'échange neuronal. Et donc, ces espèces de computational commodities, marchandises computationnelles, si vous voulez, se caractérisent aussi par leur double nature. C'était ça le paradoxe duquel on parlait avant. D'abord, comme des textes, des images, des sons, ce qui Marx appelle la forme naturelle, et aussi comme des embeddings neuronaux, donc la forme équivalente, la forme dans l'espace latent. En effet, c'est cette double nature, cette forme d'échange neuronal qui transforme les médias en quelque chose comme des marchandises, non? Cette tension interne vraiment à l'objet. Les objets médiatiques étant des marchandises, évidemment, bien avant les réseaux de neurones, mais seulement dans le sens de l'échange marchand, l'échange économique. Et maintenant, ils sont aussi des marchandises en termes d'échange neuronal. Nous pouvons voir un précédent peut-être pour ce type de compréhension chez Marx lui-même, quand il parle dans le Grundrisse, donc les notes pour le Capital, quand il compare la valeur d'échange à la traduction entre langues. Et c'est aussi une opération qui fait Saussure dans le langage. Il utilise le langage de l'économie politique pour parler de la traduction. Donc il dit que comparer l'argent au langage n'est pas erroné. Le langage se transforme. Language does not transform ideas, etc., etc. Ideas which first have to be translated out of their mother tongue into a foreign language in order to circulate, in order to become exchangeable, offer a somewhat better analogy. Également intéressant ici est le critique culturel bolonais Franco Bifo Berardi dans son livre sur la poésie, la finance de 2012, qui parle aussi de l'automatisation du langage qui mène à ce qu'il appelle une réduction du langage à l'échange. La traduction est bien sûr un processus ambivalent. On se rappelle du célèbre article La tâche du traducteur du Benjamin, par exemple. Il note de manière célèbre que c'est dans la traduction que l'historicité du langage devient la plus apparente. C'est là où le langue devient quelque peu séparé du domaine de concept que Benjamin appelle pur, de façon un peu problématique, par exemple. Il y a beaucoup plus à dire sur la traduction automatique comme mode d'échange de valeurs, mais je voulais juste partir
retourner au concept de la compression. Donc, nous avons vu plutôt que la distinction entre compression et embedding n'est pas technique, mais idéologique. Et nous pouvons maintenant compléter cette définition. La compression devient embedding, donc espace vectoriel et tout ça, quand l'information entre dans cette forme équivalente, non, cette forme de traduction, cette forme d'échange, la valeur d'échange neuronal. Le changement n'est pas seulement théorique, mais tout à fait pratique. Prenons par exemple l'algorithme de compression, c'est un algorithme de compression sans perte, gzip, largement utilisé depuis sa sortie en 1992. Vous avez peut-être des fichiers zip sur votre ordinateur, et même si non, c'est un des principes formels utilisés pour compresser une page web avant de l'envoyer sur Internet. Donc, dans les années 90, gzip était clairement un algorithme de compression, mais pas encore une espace de embedding, pas encore une compression, disons, épistémique. Dans le 2023, des chercheurs ont montré que la forme compressée de texte qui émerge naturellement de gzip constitue une représentation qui peut être utilisée comme, disons, entrée pour un classificateur simple du langage. Donc, un algorithme techniquement inchangé, qui reste le même, devient un espace latent, devient un espace d'embedding plutôt qu'un simple algorithme de compression, en vertu de son utilisation pour la production de valeurs d'échange neuronal. Les embeddings sont alors fondamentalement un médium dans lequel comparer n'importe quoi avec n'importe quoi d'autre, un médium de la forme équivalente totale. Non pas non affecté par, mais plutôt intentionnellement indifférent à la forme source de sa matière première. Contrairement aux fichiers d'image, aux fichiers sonores, qui se réfèrent plus ou moins explicitement aux photographes, aux cassettes, l'embedding est un médium qui n'existe qu'à l'intérieur de la boîte noire. Donc, il est opérationnel au sens du cinéaste allemand Harun Farocki, en ce qu'il est conçu non pas pour la consommation humaine directe, mais plutôt pour faciliter la manipulation et le traitement mécanique ultérieur, c'est-à-dire cet échange neuronal. Les embeddings alimentent des moteurs de recherche, des classificateurs, des générations, et ainsi de suite. Là, le lecteur pourrait objecter et dire ce que vous décrivez, c'est tout simplement le calcul. Et en effet, l'ordinateur a été théorisé, au moins depuis Hitler des années 1990, comme un médium universel, une machine qui facilite la rémédiation numérique des formes médiatiques analogiques. Et c'est aussi essentiellement derrière le récit de Ted Chiang sur les LLM qu'on a vu au début là. Mais notre critique de la commensurabilité universelle dans ce contexte pourrait ressembler à ce, disons, reconditionnement des critiques contre le numérique en général. Mais comme on verra, c'est le statut épistémique des embeddings qui rend cette comparaison insuffisante, je trouve. Les embeddings, au contraire, ont été conçus au début, pas seulement comme moyen de représenter numériquement la connaissance, mais de produire, comme on a vu, des connaissances nouvelles. Voilà. Telle est la promesse d'une intelligence artificielle hautement multimodale, donc plurimodale, des foundation models. En réalité, les informaticiens sont très explicites quant à leurs ambitions idéologiques à cet égard, à l'égard disons, du valeur d'échange neuronel. Prenons par exemple le travail de Geoff Hinton, qui est un père fondateur de l'IA, l'horreur du prix Turing, du prix Nobel, tout ça. Dans sa thèse de doctorat de 1977 à l'Université d'Édimbourg, Hinton s'intéressait à la gestion de l'ambiguïté visuelle dans la reconnaissance d'images. Les systèmes de vision par ordinateur, affirmait-il, doivent évaluer plusieurs hypothèses potentiellement contradictoires en parallèle, afin de les comparer numériquement pour trouver la meilleure. Mais aussi, tout aussi frappante que l'analogie, disons, graphique de Mars qu'on a vue, pour la valeur d'échange, c'est l'analogie de Geoff Hinton lui-même dans sa thèse de doctorat pour la création de cet espace d'hypothèses concurrents en vision par ordinateur. Il écrit
In Capital, Marx put forward the idea that there must be some common underlying essence shared by all goods in order to explain how they can be given prices according to which they are exchanged. The same philosophical point seems to apply to hypotheses about visual scenes. There must be some property which they share in order to explain how they can be given scores according to which they are traded. Donc, si les représentations des espaces latentes, les représentations intéressantes pour Hinton, nous semblent pouvoir être décrites à l'aide de l'économie marxienne, c'est peut-être parce que le fondateur de la vision pour ordinateur moderne a très explicitement basé son idée du latent space, si tu veux, sur la notion marxienne de valeur d'échange. Dans les années 80, la manière conventionnelle de représenter l'information dans un réseau neuronal consistait à attribuer un élément de mémoire à chaque entrée possible, le one-shot encoding, one-hot encoding. Hinton, et le travail de Hinton, au contraire, fut un défenseur fervent de la représentation distribuée. Donc, une forme de représentation dans laquelle l'information soit un stimulus est répartie dans tout le vecteur de mémoire. L'avantage d'une telle représentation est qu'elle crée un espace continu, un espace dans lequel on peut explorer précisément ces zones intermédiaires entre les points de données existants. Un espace, autrement dit, dans lequel des nouveaux concepts interstitiels peuvent être interpolés. Et il dit précisément ça dans le 1984. Local distributions appear to require a homunculus with a soldering iron. Distributed representations are more flexible, allowing concepts to be formed gradually by weight modifications that progressively differentiate one old concept into several new ones. Donc, un espace continu te permet de créer des nouveaux concepts. En résumé, la proposition révolutionnaire de Hinton n'est pas que technique, mais aussi épistémique. Elle repose sur l'idée qu'on peut générer des nouvelles connaissances juste en utilisant cette forme de compression. Si la première forme de savoir, disons, encodé, comme l'espace documentaire de Gerald Salton de 1973, qu'on n'a pas abordé ici, relevait encore d'une appareillisation essentiellement structuraliste, Hinton nous amène de manière tout à fait explicite au-delà de ce paradigme, vers ce qu'on pourrait appeler un paradigme post-structuraliste. Et le post-structuralisme, c'est un terme que Hinton utilise lui-même dans ses travaux. Pour Hinton, le sens et la connaissance se trouvent dans les interstices entre les représentations, comme a dit aussi Nuria, et non dans les représentations elles-mêmes. Mais cela a littéralement un prix. Marshall McLuhan affirmait très célèbrement que les médias sont toujours définis en relation avec d'autres médias. Mais à l'ère des embeddings, cette relation est fondamentalement transformée. Les espèces vectorielles forment une sorte de méta-médium violente capable de représenter tous les autres médiums dans le langage universel de l'embedding. Donc, on a ici un exemple de ça. Les médias vectoriels dissolvent ainsi tous les autres, un effondrement fondamental et universel du médium, qui n'a rien à voir et qui est en réalité bien plus violent que le modal collapse ou mode collapse, duquel on parle souvent dans l'informatique. Si les espèces vectorielles sont des espaces de la marchandisation neuronale, alors ce phénomène peut être compris, bien sûr, comme une financialisation des médias. Tout comme les marchés financiers ont progressivement subordonné les économies, disons, naturelles des biens et des services à des systèmes d'échange abstraits, cet effondrement médiatique, cette medium collapse, suggère que l'embedding, l'abstraction vectorielle du sens, finit par dominer sur la forme naturelle, donc du langage, des images, des données, des autres médiums. Mais en même temps, et je voudrais juste finir avec ce paradoxe, des milliers de modèles sont en concurrence les uns avec les autres à tout moment. Donc, par exemple, le site Hugging Face, qui est une espèce de marché de modèles online, héberge plus d'1 million de modèles, chacun revendiquant sa propre universalité. Et cette parallélité, en ce qui
ainsi que l'incompatibilité fondamentale entre ces espaces vectoriels, parce que c'est pas tout à fait simple de convertir entre un espace et l'autre. Ça contredit directement leur prétention à l'universalité. Voilà. Autrement dit, il n'existe pas de latent space of culture unifié, comme l'a suggéré Ted Underwood dans l'une des premières critiques sérieuses de l'hégémonie des espaces vectoriels. Pour rester dans l'analogie de valeur d'échange, il n'y a ni une gold standard, un étalon d'or, ni un système d'échange universel. Travailler, par exemple, dans les modèles d'OpenAI signifie littéralement qu'on ne peut pas travailler dans DeepSeek et vice-versa. Une guerre froide, donc, des médias vectoriels. En conclusion, revenons au livre, peut-être. Nous n'avons pas abordé de nombreux aspects importants de l'argumentation du livre, notamment la question de la vision et du sens du corps, du touche, de l'incarnation dans les images de l'IA. Par exemple, le problème de Molino et son rapport avec la simulation dans l'IA et tout ça. Ou encore, bien l'histoire de l'espace latent de la compression, à la fois comme technique mathématique avec Hermann Grassmann, mais aussi comme ce qu'on appelle technique culturelle dans l'espace allemand, Kulturtechnik. Mais je peux conclure avec cette dernière réflexion qui est liée à ma question pour Nuria, justement. La plupart des technologies produisent des médias, non? Les réseaux neuronales, en revanche, tentent de modéliser des médiums. Les modèles de vision sont spécifiquement au corps de l'IA moderne. Et nous observons cette tension entre les présupposés très spécifiquement visuels de l'IA, comme la compression et son rapport avec le nerf optique, et cette medium collapse, cet effondrement médiatique vers une intelligence générale post-médiale. Les systèmes de vision par ordinateur ont toujours prétendu donc modéliser la vision en tant que sens biologique et phénoménologique, alors qu'en réalité, ils ont modélisé les images, non? Et par accident même la culture visuelle. Les réseaux de neurones sont peut-être maintenant donc des modèles de modèles, de représentation de représentation. Il y a beaucoup de gens qui constatent cette hypothèse dans différents mots. Par exemple, Maria Beatrice Faz, il y a ça, c'est, etc. En fin de compte, ce qu'on cherche de faire avec Vector Media, c'est de révéler comme ces mécanismes internes et très techniques de l'IA inscrivent ces épistémologies radicalement nouvelles des médias. Voilà, et je vais terminer ici, sinon on fait une autre demi-heure de réflexion sur ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Leonardo. C'était très, 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 très intéressant. Alors, moi, j'ai surtout un commentaire qui peut éventuellement se transformer en question. Ces médiums collapse, disons, technique, effectivement, personne ne veut les nier. N'empêche pas quand même comment dire, ça ne nous éloigne pas quand même d'une envie forte, d'une nécessité forte de simuler ces différents médias dans les outputs de l'intelligence artificielle générative, par exemple. C'est-à-dire que même si tu fais une empreinte sans spécifier du tout le style, etc., il y a une prise de position de Dali pour la photographie photoréaliste, de ChatGPT pour la peinture, la texturisation des images, etc. Et d'autres modèles sont également impliqués dans ces choix de simulation des médias. Pour moi, c'est très intéressant parce que ce qui m'a toujours intéressé depuis mon plus jeune âge, c'est comment la photographie fait semblant d'être peinture et comment la peinture fait semblant d'être photographie. Par exemple, Richter, peintre qui fait des flous, qui fait du flou, etc., photographique, etc. Et bon, évidemment, la photographie a toujours tenté
de se faire peinture, etc. Et donc, je me dis, finalement, on a quand même toujours besoin de cette simulation, de cette référence à, appelons les styles, même si ce ne sont pas styles, mais disons styles médiatiques. On a toujours besoin de se référer à des spécificités médiatiques qui presque deviennent des styles de modèles. Je ne sais pas si tu as des réflexions à ce sujet, c'était surtout un commentaire. Mais... Oui, non, mais c'est hyper intéressant comme, disons, prise de position parce que, par exemple, on a trouvé que, justement, les médias, disons, simulés, je ne sais pas si simulation, c'est Oui. Non. Voilà, j'ai rien d'autre à proposer. Oui. Mais quand même, cette espèce de ombre du médium dans la post-médialité, si tu veux. On trouve là-dedans vraiment une histoire du médium soi-même. Donc, il y a des trucs très techniques, comme par exemple les textes qui se réfèrent au f-stop du caméra dans les générateurs d'images, non, F32 ou quelque chose comme ça pour simuler, si tu veux, pour chercher de toucher un peu la photographie, mais aussi un rapport très clair entre le format, le médium et le contenu dans les générateurs d'images. Donc, Fabien a trouvé, par exemple, que c'est vraiment difficile de faire des images du fascisme qui ne mènent pas à des formes de photographie du début du XXe siècle, ou de la première moitié du XXe siècle. Voilà. Pour moi, quand même, le truc intéressant, c'est que c'est vraiment pas résolu, cette tension, justement, pas entre médiums, c'est pas entre texte-image, quelque chose comme ça, mais c'est entre la spécificité de certaines formes de l'informatique à le médium. Donc, le modèle du Retina, le modèle JPEG, le modèle du texte, même le transform comme un modèle d'un lecteur un peu, non? C'est vraiment une architecture qui cherche à lire quelques phrases avant ou quelque chose comme ça, et qui est maintenant utilisée aussi par les images et aussi pour générer et n'est pas seulement lire tout ça. Donc, cette tension entre cette ambition à créer une intelligence générale qui peut un peu pousser n'importe quelle forme de sensation, même physique, même incarnée, dans le même algorithme, dans le même espace, mais en même temps des formes d'architecture qui sont très liées des fois à des sens et des fois à des médiums spécifiques, disons. Oui, surtout la photographie numérique, c'est clair, mais pas seulement. Ouais. Merci. Rossana, attendez, que je fais la liste pour être très juste. Alors, Rossana, Gilles, j'ai vu d'autres mains levées. Ah oui, Dario. Non, mais Dario, c'est le premier, hein, parce que Dario, il est là déjà depuis, j'ai oublié, mais Dario, bienvenue. Ciao, comment vas-tu? Bonjour à tout le monde. Désolé, je ne suis pas là en présentiel avec vous. C'est pas grave. Non. Je peux poser la question? Oui. Alors, merci beaucoup pour cette intervention hyper intéressante. Je lirai votre livre avec attention. Et j'aimerais revenir sur cette opposition que vous faites entre compression et vecteur. J'ai l'impression que vous mettez donc du côté de la compression l'idée d'une information vieille qui existe déjà dans les données de façon immanente, disons. Pendant que du côté des vecteurs, il y aurait un traitement plus intelligent de l'information qui ferait sortir des informations nouvelles. Or, je me demande si effectivement on peut parler de nouveauté pour le vecteur ou si c'est juste une compression intelligente. Et je vous reprends l'exemple que vous faites de homme-femme. Et par exemple, le fait que les vecteurs peuvent se dire que la femme, l'équivalent féminin d'un docteur est une infirmière. Okay? Or, moi, je me dis, est-ce que ça, c'est une connaissance nouvelle qui a été extraite par la machine ou c'est plutôt quelque chose qui existait déjà de façon latente dans les données d'apprentissage? Il y avait un biais sexiste dans la société de départ. Et donc, effectivement, ce que le vecteur a fait, c'est une compression intelligente. Elle a mis en valeur, en évidence, qu'il n'y a pas d'équivalent entre hommes et femmes, par exemple, dans un hôpital.
Mais est-ce que c'est une connaissance nouvelle? Est-ce que ces générateurs de vidéos créent des nouveaux mondes ou des mondes parasites, comprimés, mais à partir quand même du réel? Oui, merci. J'aime bien l'idée d'un monde parasite, d'un modèle parasite. Je voudrais juste trouver un exemple qui pour moi est important voilà, je l'ai trouvé. Je vais le mettre sur l'écran là. Peut-être je vais répondre immédiatement à la deuxième partie de la question et puis rentrer à la première qui est plutôt sur, disons, si on peut la appeler épistémologie du modèle, mais quand même des formes des connaissances et le rapport entre vecteur et compression. Pour le fait de juste générer ou régurgiter, si vous voulez, des biais qui sont quand même présents dans les données d'entraînement, je trouve que, évidemment, c'est un thème important, c'est un mécanisme important pour comprendre les comportements aussi sociopolitiques de ces systèmes, mais ce n'est pas suffisant. Disons que ça ne suffit pas de regarder juste, de comprendre bien la culture des bases de données d'entraînement pour comprendre la culture du modèle. Il y a beaucoup de choix, des choix, disons, ingénieristiques, qui sont faits entre la création de la base de données et la finalisation du modèle. Même, par exemple, juste l'ordre de la présentation des données d'entraînement. Hein. Donc, tu vas te souvenir d'une façon un peu plus précise, le modèle va se souvenir un peu plus précisément du dernier truc qu'il a regardé, et pas du premier. Et donc, une chose qui a fait bien DeepSeek, c'était de présenter des systèmes de code avant des systèmes de langage, disons, naturel, de langage humain. Et donc, le modèle a premièrement appris, c'est pour ça qu'ils ont fait un truc plus, disons, économiquement viable et tout ça. Le modèle a premièrement appris à écrire du code et puis, d'une deuxième façon, le langage. Là, on a, par exemple, un réseau de reconnaissance visuelle qui marche quand même comme classificateur, comme moteur de recherche, qui n'a jamais vu une vraie image, mais même pas une image synthétique de graphisme informatique et tout ça. Il a juste vu des formules de fractales, voilà. Et donc, oui, c'est clair que quand même la visualisation des fractales, ça comporte des choix culturels, tout ça, mais c'est vraiment un modèle qui a que du code et pas, disons, des données. Donc, il y a aussi, juste pour dire, voilà, pour summariser la question, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de philosophie immanente, disons, dans l'architecture des modèles et qu'on regarde ça beaucoup moins que la idéologie des bases de données. Et ça nous donne aussi une histoire, un sens historique qui est un peu trop à courte durée, disons. Parce que les bases de données, ils changent tous les 10 ans, quelque chose comme ça. Mais les architectures, ils restent vraiment, ils sont vraiment durables. Donc, la convolution qui est encore largement utilisée dans les modèles de vision a été inventée dans les années 70. Pour un truc de compression de signal télé au Japon et tout ça. Voilà, je vais me couper sur ça, mais je trouve qu'il y a un trou un peu d'analyse idéologique des architectures. L'autre côté, peut-être c'est un peu lié. On trouve qu'il y a aussi peut-être des paradoxes ou quand même des tensions quand les informaticiens cherchent de créer ces espaces de compression. Je ne vais pas directement répondre à la question de la connaissance nouvelle parce que je veux que, disons, répéter les constatations des informaticiens sur la connaissance ou pas, sur leur version de l'épistémologie, disons. Je ne vais pas me mettre dans ce débat si c'est nouvelle ou pas, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand même si cette tentative de créer des espaces de compression
ce sont toujours un peu ambivalentes, ce sont toujours un peu imparfaites. Par exemple, Hinton, dans le 2011-2012, a inventé une technique très importante pour entraîner des énormes réseaux neuronaux, qui s'appelle le dropout. Le dropout, ça veut dire qu'en étant plus ou moins une moitié des neurones quand on fait l'entraînement. Donc, ça, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment l'opposé de la compression. Ça cherche vraiment de créer des redundancies, des redondances, non? Ça cherche de ne pas comprimer d'une façon élégante et efficace l'information, mais de y jeter, disons, du bruit pour faire un système qui a plus de redondance, donc qui a plus de neural pathways, parce que on n'est pas lié qu'à un réseau, un neurone seulement, mais à plusieurs neurones et tout ça. Donc voilà, il y a milliers des autres trucs comme ça qui sont quand même au niveau architectonique, qui cherchent pas vraiment de comprimer, mais ils font une compression sans faire la compression. Si tu regardes par exemple aussi l'architecture de Stable Diffusion a une partie de l'architecture qui est hyper comprimée, qui est la partie clip, qui est un modèle maintenant qui est un peu âgé aussi. Mais dans la partie vraiment de réduire le bruit dans les images, donc le UNet, si tu coupes à moitié cette architecture-là, tu as une dimensionnalité au moitié réseau qui est plus haut que la dimensionnalité de l'image originale. Donc, il fait à la fois une compression et une espèce d'expansion. Voilà, il y a toujours cette ambiguïté, cette ambivalence soit dans la rhétorique, soit dans la pratique, disons, architectonique des réseaux. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la demande. Mais... Merci beaucoup. Merci. Ciao Dario, à bientôt. Rossana. Oui, merci beaucoup. Ce sera très rapide parce qu'Odal a déjà posé ma question. Donc, merci Dario. Parce que ça portait justement sur les biais. À partir du même exemple mobilisé par là, donc l'idée, est-ce qu'il y a dans cette architecture des biais de compression ou seulement des biais de relation après compression? Vous y avez pratiquement répondu avec des questions, donc avec des exemples, parce que je me dis il y a deux niveaux en fait deux niveaux possibles où les biais peuvent intervenir, justement dans l'épistémologie de l'architecture qu'on met en place, mais aussi après dans la mise en relation de ce qui reste. Donc c'est un peu les restes et la dissémination, non? Et donc je me disais, si vous avez déjà réfléchi à ça, je ne dis pas des typologies de biais, mais au moins à des niveaux d'intervention des biais, donc des niveaux possibles. Oui, j'ai pas vraiment une taxonomie de niveau, mais par exemple, il y a du travail très intéressant de Sarah Hooker, que j'arrive peut-être à mettre ici juste comme screenshot. C'est quand même du travail de 2020, mais c'est quand même... c'est encore valide. Elle parle des modèles. Voilà, une autre forme de compression, ce sont les modèles qui sont comprimés pour le mettre dans disons, dans des téléphones ou pour faire des modèles un petit peu moins lourds et donc moins coûteux au niveau économique, tout ça. Et elle trouve que même cette forme de compression, par exemple, ça augmente déjà le biais qui est dans le modèle. Donc là, tu as vraiment t'as, disons, le biais d'un modèle parfait qui devrait être en théorie, mais les modèles ne sont jamais parfaits, le biais du dataset. Et puis, tu as cette deuxième forme d'extension du biais. À la fin, c'est une espèce c'est un peu une stéréotypification mnémotique. Voilà, ce sont des types qui se forment juste pour chercher des points de référence un peu exagérés. Mais oui, voilà. L'autre chose n'est pas... Selon moi, quand même, le terme biais est un peu trop peu ambitieux. Voilà. Parce que tu as vraiment tous une forme de pensée, de percevoir, de voir, d'être qui est dans ces systèmes. Même une forme très incomplète, mais quand même, ça va bien outre le biais. Par exemple, juste dans les modèles d'image,
tu as le problème de la symétrie et de, comment est-ce qu'on dit en français, je sais pas, mais dataset augmentation, de l'augmentation de base de données. Ça te donne vraiment une théorie de l'image. Donc, est-ce qu'une photographie est la même d'une photographie, disons, au miroir, l'inverse de cette photographie? Si tu fais un moteur de reconnaissance de lettres, ça ne peut pas marcher comme ça, parce que le P et le Q, ça devient la même lettre. Mais si tu fais je sais pas, un modèle de reconnaissance de voiture, peut-être ça marche mieux, parce que tu as les voitures avec le du partout de l'autre. Donc, ce sont des trucs très, très basilaires, ils semblent très banals, mais quand même, tu as une espèce de théorie de l'image qui est dans chaque partie de cette architecture. Mille merci, Roxane. Merci. Alors, Gilles, n'est-ce pas? Oui. Oui. Vas-y. J'ai l'impression que votre exposé, compression, fait toute la vectorisation. Et de mon point de vue, la vectorisation d'information peut utiliser la compression, mais peut aller au-delà. Quand tu fais un diagramme, tu fais en dimension 2, tu as une nouvelle idée, une nouvelle question, tu fais un deuxième diagramme sur une dimension qui sera plus pertinent, plus fin. Alors pour vous, la compression, c'est important. Alors je comprends votre compression impressionnante, c'est-à-dire qu'il y avait une époque pour communiquer des satellites, on faisait un message complexe, on le comprimait, on l'envoyait comme des JPG. Et 15 secondes après, on envoyait un autre message. Donc c'est un modèle de connaissance, de communication heuristique, mais ça ne remplace pas toutes les vectorisations. C'est ça ma question. Parce que la vectorisation peut être beaucoup plus multidimensionnelle, explorer le multisémétique, quitte à avoir des moments de compression. Donc, vous en faites une philosophie de la compression, vecteur média. Parce que si c'est ça, vous aurez des séquences, compression, vectorisation. Non, oui, c'est une question intéressante, c'est un problème intéressant parce que la compression, ça, comme vous avez dit, ça ne suffit pas pour vraiment expliquer tout ce système de vectorisation. Il y a aussi des systèmes, disons, de vectorisation qui ne sont pas, je trouve, liés à l'IA de nos jours, disons. Donc, tout ce truc de document embeddings de Gerald Salton, qui est aux années 70, d'une façon, en surface, ça ressemble beaucoup à des trucs de moteurs de recherche avec des embeddings et tout ça. Mais en effet, moi, je crois qu'il n'y a pas vraiment cette ligne de ce trajet, disons, scientifique entre le travail de Salton, qui a une espèce de vectorisation pour les moteurs de recherche des bibliothèques et tout ça, explicite, avec des règles. Ça n'a pas vraiment contribué au débat dans l'apprentissage machine. Puis, ils sont tombés sur des solutions qui sont à la fois similaires, mais selon moi, il y a des espaces de vecteurs qui ne sont pas forcément liés à la forme, oui, disons la forme épistémique du vecteur de l'IA contemporain. Donc, par exemple, aussi la mathématique de vecteurs on la trouve beaucoup avant Grassmann, on la trouve dans Fourier, qui s'intéresse beaucoup clairement aux équations du chaleur et tout ça. Et oui, ce sont des équations vectorielles, mais selon moi, ça n'a pas ce sens au niveau épistémique. Ça n'a pas vraiment le sens d'avoir un espace qui est plus que trois-dimensionnel, qui représente en sa géométrie une espèce de perception phénoménologique du monde. Donc, oui, voilà, on peut distinguer, je crois, entre des histoires qui sont purement techniques de la vectorisation et de ce type de vectorisation, comme vous avez dit, est beaucoup lié à cette idée de compression et de trouver, disons, des nouveaux vecteurs à moitié entre deux points existants. C'est ça le principe fondamental. Merci, Yves-Marie, vas-y. Merci. Cette question, j'ai bien compris. Donc, alors c'est vrai, il me semble que la notion de redondance et de compression sont un peu fautives dans ce contexte-là. C'est m'a dit Dario, parce que une espèce d'information déjà déterminée, ou un intérêt informationnel déjà clair, et en quelque sorte, on se contente de trouver juste ce qu'il faut pour restituer en quelque sorte ce qu'il faut. D'accord ? Tandis que là, il me semble que ce que font ces modèles projectionnistes,
essentiellement de répondre à cette nécessité de coupler, d'inventer une généricité liée à une tâche. C'est ça que ça fait. Et donc, les formes de rupture avec la théorie de l'information de Shannon, qui parle d'une finitisation, d'une identitarisation claire et prédonnée, et puisque, en quelque sorte, ce qu'on construit, les espaces latents, c'est lié. Alors, il ne faut surtout pas que ce soit exact, effectivement. Ouais. C'est pour ça qu'on parle de compression. Parce que si c'était exact, eh bien, le système retiendrait par cœur chaque texte. Et puis, il ne pourrait rien, comme on dit, généraliser. La généralité vient de ce qu'il y a un ensemble mémoriel fini et qu'on renonce en réalité à se voir. On veut juste prévoir la distribution de probabilité de quelque chose, d'un événement. Et donc ça, c'est ce couple-là qui fait qu'il y a autant d'informations que l'on dégage que de généricité. Le mot généricité me semble meilleur. C'est-à-dire qu'on invente la généricité adéquate pour une certaine tâche. Et donc, revenant à ton analogie martienne, monétariste et échangiste, eh bien, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est comme si tu as, en fait, on a dit que ChatGPT était sorti des modèles de prévision du mot suivant. À partir d'un ensemble mémoriel, fini M1, M2, Mn, et puis j'essaie de prévoir Mn plus 1. Et puis en réalité, je me trompe. À la fin, je me trompe toujours, mais ce que je retiens assez bien, c'est la distribution de probabilité de Mn plus 1. Ouais. Et bien alors, si je reviens à Marx, eh bien, c'est comme si tu avais un conseiller en transaction qui disait que tu as acheté la marchandise M1, M2, etc., Mn. Maintenant, tu vas acheter Mn plus 1 parce que Mn plus 1 est intéresse beaucoup de personnes dans ta société. Et si tu as du Mn plus 1, tu pourras encore mieux acheter, etc. Et donc, finalement, la monnaie, c'est l'espace latent. Pour inverser le par exemple, la monnaie, c'est comme l'espace latent créé à partir de. C'est la généricité inventée, la valeur générique inventée, pour faciliter le port. C'est très primaire, c'est très naïf. Les gens qui se sont intéressés à la puissance de la monnaie, c'est tout à fait autre chose. Mais enfin, dans notre imaginaire, par exemple, la monnaie serait la chose générique inventée par ChatGPT pour faciliter le passage des marchandises à l'autre. Et puis peut-être la convergence des marchandises très intéressante. Et puis on trouve, non, mais je suis tout à fait d'accord avec avec la distinction entre ce type de. Il faut qu'on cherche une bonne généricité liée à une tâche. Et puis après, il y a une petite chose sur la monnaie qui elle-même peut être revue comme cette comparaison. On a dans la confiance en s'inverse. Et la monnaie devient l'espace latent, enfin, l'ensemble monnaie prix. D'accord. Voilà. Comme si on disait à ChatGPT, tiens, je te donne ce prix, avant toi une marchandise qui a ce prix. Oui, mais bon, je suis tout à fait d'accord qu'on ne s'occupe pas ici, on s'occupe plus d'une compression de forme shannonienne, non? Il y a clairement ce truc que Shannon dit que on ne doit pas s'occuper du sens du message, tout ça. Déjà, peut-être le JPEG, l'MP3 et tout ça, tous ces trucs de compression du web des années 90 sont déjà pas shannoniens. Donc, la compression sans perte, si on veut, est déjà intéressée à une phénoménologie à une plus ou moins en théorie immanente du médium dans lequel elle peut agir. Donc, MP3 déjà. C'est les évocations du terme. C'est pas le concept même. Les évocations du terme sont nuisibles pour le non, il me semble. Duquel terme? Compression. Ah, du compression. Alors, c'est moins mauvais que redondance, mais tu l'as dit toi-même. Ouais. Redondance, c'est pas du tout ça, finalement. Compression, oui et non. Ouais. Mais quand même, je trouve qu'il y a aussi une différence entre la compression qui n'est aussi pas shannonienne des années 90 et ça. Donc, et c'est pas nécessairement que la généricité dans le sens de produire des autres mots. C'est aussi la continuité de l'espace, aussi pour la classification et tout ça. Ça peut être n'importe quelle tâche. Voilà. Et là, un autre truc qui est peut-être intéressant, bon, générosité, en général, ça nous lie aussi trop, je trouve, à des notions de esthétique de l'information et tout ça, tous ces expériments des années 60, qui sont peut-être aléatoires, mais qui ont des rapports différents avec les données. Voilà.
et qui ont une idéologie un peu différente. Ils cherchent de... Et, oui. Mais juste pour le truc de l'échange, c'est vraiment lié à cette idée d'intermédialité plutôt. C'est vraiment lié à l'idée du fait que le grand prix pour l'IA maintenant, ça n'est pas nécessairement de compléter la phrase, mais c'est de traduire l'image en mots, etc. Non, c'est vraiment de pouvoir tout s'inclure dans un seul espace latent. Bravissimo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, parce qu'il faut prendre la pause. Merci beaucoup. On va les rappeler au